Un patient qui arrive aux urgences avec de simples frissons. Et en fait, 6 heures plus tard, ses organes s'arrêtent de fonctionner genre les uns après les autres. Ouais, c'est terrifiant. Surtout que face au choc septique, la mortalité intra-hospitalière, elle frôle les 40%. C'est massif. Franchement, c'est un constat glaçant qui ressort des documents cliniques qu'on va éplucher dans cette nouvelle plongée. Parce que là, la survie ne se joue pas en jours, ni même en heures, mais vraiment en minutes. Exactement. Dans la littérature médicale, on appelle cette fenêtre ultra-critique la golden hour, l'heure d'or. Et les chiffres sont sans appel, hein. Chaque 60 minutes de retard pour donner les bons antibiotiques, ça fait chuter les chances de survie de 7%. 7%, ouais. C'est une dynamique implacable. La physiologie humaine, elle s'effondre à une vitesse vertigineuse. Du coup, ça force les équipes à prendre des décisions d'une complexité dingue, avec des infos souvent super parcellaires. Tout à fait. Et pour bien comprendre cette course contre la montre, l'analyse qu'on a sous les yeux s'appuie sur un cas clinique très détaillé, étape par étape. C'est le cas de Monsieur Martin. Il a 68 ans, et en gros, le décor, c'est qu'il est amené par sa famille au triage des urgences. Ouais, et au début, le motif semble presque, banal. C'est une confusion qui s'installe progressivement et des frissons depuis 24 heures. Mais quand on regarde les constantes vitales à la seconde page, ça brosse un tout autre tableau. Sa température est à 39,2. Le cœur bat la chamade, 115 pulsations par minute. C'est ça. Et la tension artérielle, elle, est anormalement basse, à 95 sur 50. Sa respiration s'accélère à 26 mouvements par minute. Et son oxygénation plafonne à 92%. Ouais. Et puis, il y a cette note vraiment cruciale laissée par l'infirmière à l'accueil. Ah oui, les marbrures sur les genoux. Ça, c'est pas anodin du tout. Justement, pourquoi c'est si important? Ces marbrures, c'est un véritable signal de détresse tissulaire. Ça veut dire que le sang déserte carrément la peau. Mais face à des symptômes initiaux comme ça, de la fièvre, un peu de confusion, comment l'équipe médicale fait la différence, là, à cet instant précis, entre une grosse grippe et une urgence vitale absolue? Franchement, historiquement, c'était un défi colossal. C'est pour ça qu'il a fallu affiner les critères. En fait, il faut bien comprendre la gradation. D'abord, on a le sepsis. C'est quand l'infection commence à dérailler, c'est ça? Exactement. Le sepsis, c'est une infection qui provoque une dysfonction d'organes. Le corps réagit de manière totalement disproportionnée à l'envahisseur. D'accord. Mais le choc septique, l'état dans lequel M. Martin est en train de basculer, c'est vraiment l'étage critique au-dessus. Et qu'est-ce qui caractérise ce basculement? Parce que les documents parlent de deux critères très, très stricts. Ouais. Un patient entre officiellement en choc septique quand, malgré une perfusion massive de liquide, pour essayer de remonter sa tension, il reste en hypotension sévère. Il répond plus au liquide, quoi. C'est ça. Du coup, il a besoin de médicaments spécifiques, les vasopresseurs, pour maintenir sa pression artérielle moyenne au-dessus de 65 mm de mercure. Ok, ça c'est le premier critère. Et le deuxième? Le deuxième, c'est un taux de lactates dans le sang supérieur à 2 mmol par litre. Ah, les fameux lactates. On en entend tout le temps parler en médecine d'urgence, mais concrètement, ça représente quoi dans le corps? En gros, les lactates, c'est le cri de détresse des cellules qui étouffent. Waouh, ok. Ouais, quand les organes reçoivent plus assez d'oxygène par le sang, les cellules modifient leur façon de produire de l'énergie. Elles passent sur un métabolisme d'urgence, le métabolisme anaérobie. Sans oxygène, donc. Exactement. Et ça génère des déchets, l'acide lactique. Donc une montée des lactates, ça signifie que les tissus sont littéralement en train de s'asphyxier de l'intérieur. Et si on revient au lit de Monsieur Martin, on voit cette asphyxie en temps réel. Parce qu'à H0 plus 15 minutes, on lui a passé 1 litre de sérum physiologique. Pour relancer la pression, ouais. Sauf que sa tension moyenne stagne à 55. Et le labo appelle direct, les lactates sont à 3,5. Voilà. L'hypotension résiste au remplissage. Le diagnostic tombe. C'est un choc septique. Et les signes cliniques confirment le labo 1. Les marbrures montrent que le temps de recoloration de la peau dépasse les 3 secondes. Et les reins s'arrêtent aussi. L'urine s'effondre. C'est l'oligoanurie. Sans parler de sa confusion mentale qui s'aggrave. Sauf que bon, attendre les résultats du labo, ça prend du temps. Comment les soignants évaluent le risque de mortalité super vite au pied du lit? Le document met en avant un outil génial pour ça. Le QSOFA. Le Quick SOFA. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de prise de sang, c'est ça? Exactement. C'est juste 3 observations instantanées. Une respiration rapide, supérieure ou égale à 22, Ok. et une altération de la conscience, et une tension artérielle systolique sous les sangs. Et s'il a 2 de ces 3 trucs? S'il coche au moins 2 cases, le risque de mortalité grimpe à plus de 10% direct. Et pour Monsieur Martin, c'est un carton plein. Il respire à 26, il est obnubilé, donc son score de Glasgow est à 13 et sa tension est à 95. 3 sur 3, ouais. La décision est sans appel, c'est orientation immédiate en salle d'accueil des urgences vitales. Et on appelle le seigneur. Et une fois en SAUI, l'évaluation devient beaucoup plus chirurgicale avec le score SOFA complet. C'est ça. Le QSOFA, on va dire que c'était l'alarme incendie. Le SOFA complet, c'est l'évaluation des dégâts par les pompiers, pièce par pièce. Ça mesure la défaillance de 6 systèmes, c'est bien ça? Ouais. Les poumons, le cerveau, le cœur, le foie, les reins et la coagulation. Et les résultats de Monsieur Martin à 45 minutes, c'est une vraie cascade d'échecs. Absolument. Les plaquettes s'effondrent à 80 000, donc problème de coagulation. La créatinine grimpe à 180, détresse rénale. Le foie souffre, avec une bilirubine à 45. Bref, son SOFA est estimé à 7. La défaillance multiviscérale est clairement lancée. Tous les organes crient famine. Ce qui amène une question hyper importante, tu vois. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur des vaisseaux pour causer un effondrement aussi global? Il y a une analogie fascinante dans l'analyse pour visualiser ça.
C'est comme si le système d'irrigation d'une ville devenait d'un coup hyper poreux. C'est une super métaphore, ouais. Les gros tuyaux se dilatent massivement et en même temps, les parois deviennent perméables. L'eau arrive plus aux maisons. C'est ça. Pas parce qu'il manque d'eau à la source. Non, mais parce que la pression est nulle et que tout fuit dans la terre directement. Et médicalement, ça illustre parfaitement les deux mécanismes destructeurs du choc. D'un côté, on a la vasoplégie. La paralysie des vaisseaux. Exactement. Les vaisseaux se paralysent et s'élargissent à l'extrême sous l'inflammation, la tension chute. Et de l'autre côté, on a la fuite capillaire majeure. La fameuse perméabilité. Voilà. Les cellules des vaisseaux s'écartent et le liquide se barre dans les tissus autour. Ce qui explique ce truc dingue. Tout à l'heure, on lui a injecté 1 litre de liquide, mais sa tension n'a pas bougé. Bah non, parce que ce liquide n'est pas resté dans la tuyauterie, il a fui. Et c'est pas tout. Le corps, en luttant contre l'infection, il déclenche des microcaillots partout. Les microthromboses, ouais. C'est ça qui bloque la perfusion de la peau et crée les marbrures. C'est vertigineux, la complexité du truc. Comment on attaque un ennemi qui détruit le champ de bataille de l'intérieur? Bah, les protocoles de la Golden Hour sont hyper stricts là-dessus. Faut agir ultra vite, mais sans précipitation aveugle. La première étape avant tout, c'est la biologie. Faut trouver la bactérie. Donc on fait des hémocultures. Et c'est une règle d'or absolue. Faut prélever au moins 2 paires d'hémocultures périphériques avant toute administration d'antibiotiques. Sinon, l'antibiotique va masquer la bactérie dans le prélèvement, c'est ça? C'est exactement ça. Si on donne l'antibio d'abord, les médecins vont naviguer à l'aveugle après. Par contre, ça doit jamais retarder l'antibiotique de plus d'1 heure. Et là-dessus, les documents pointent un gros piège. Faut jamais attendre les résultats de la procalcitonine, la fameuse PCT, pour lancer l'antibiothérapie. Ah oui, non, attendre une confirmation biologique quand les organes meurent, c'est condamner le patient. Donc, pendant que l'infirmière pose 2 grosses voies veineuses et fait les prélèvements sanguins, il y a un autre truc. Le médecin sort un échographe. L'échographie au lit du patient, ouais. Mais pourquoi? C'est contre-intuitif. Si le problème vient d'une infection et de tuyaux qui fuient, pourquoi regarder le cœur à ce moment-là? Bah, il faut s'assurer que la pompe principale fonctionne bien avant de lui imposer un stress énorme. Ah, tu veux dire avant de le remplir de liquide? Exactement. Si le patient faisait un infarctus en même temps ou avait un cœur très faible de base, lui injecter des litres de liquide, ça le tuerait. Donc, on vérifie la fraction d'éjection, et pour Monsieur Martin, elle est normale. Voilà, ça confirme que le choc n'est pas d'origine cardiaque. Et là, on nano-cible SPO2 au-dessus de 95, PAM au-dessus de 65 et une reprise de la diurèse. Ok, la pompe est bonne, on passe au premier rempart de la Golden Hour, le remplissage vasculaire. Le but, c'est 30 ml par kilo sur les 3 premières heures. En utilisant le poids idéal du patient, ouais, par petit bolus de 500 ml. Mais attends, on vient de dire que les vaisseaux fuient comme des passoires. Pourquoi on injecte encore plus de liquide d'emblée? C'est tout le paradoxe de la réanimation. Oui, ça va fuir en grande partie, mais l'urgence absolue, là, c'est de garder un minimum de débit vers le cerveau et le cœur. On gagne du temps en fait. C'est ça, on accepte que de l'eau aille dans les tissus, on gérera cet œdème plus tard en soins intensifs. Par contre, attention au choix du liquide. Les sources sont très claires. On utilise des cristalloïdes, genre du NaCl ou du ringerlactate. Mais les colloïdes de synthèse sont formellement interdits. Interdiction stricte, ouais. Les colloïdes, c'est des grosses molécules. Elles ont tendance à se coincer dans les reins. Et comme les reins de Monsieur Martin sont déjà en train de lâcher, Perfuser des colloïdes, c'est le coup de grâce pour ces reins. On oublie. On garde éventuellement l'albumine si on a passé des volumes monstres de cristalloïdes, mais c'est tout. d'ailleurs pour Monsieur Martin, estimé à 70 kg, l'objectif c'est 2100 ml. Il reçoit 2 bolus successifs. Mais H0 plus 30 minutes, ça marche pas. Sa tension stagne à 58. Échec du remplissage seul. Ajouter de l'eau dans des tuyaux dilatés, ça crée plus de pression. Faut agir sur la tuyauterie elle-même. Et là, on sort l'armement lourd pharmacologique, la noradrénaline. Le vasoconstricteur par excellence. Les documents expliquent que c'est un puissant effet alpha 1. Comment ça marche en gros? En gros, les récepteurs alpha-1, ils sont sur les muscles des vaisseaux sanguins. La noradrénaline va se fixer dessus et agir comme un étau chimique. Ça serre les tuyaux? Puissamment. Ça force les vaisseaux à se contracter et mécaniquement, la pression remonte. D'ailleurs, je trouve ça fascinant la précision du protocole infirmier détaillé dans les sources. La fameuse recette du Babynad. Ah, le Babynad classique. Une ampoule d'1 milligramme diluée dans 100 ml de glucosé à 5%. Ce qui donne une concentration de 10 microgrammes par millilitre. Exactement. Et ça passe obligatoirement par un pouce-seringue électrique sur une voie dédiée. Surtout pas de bolus manuel, hein? Jamais de bolus manuel, non. Une dose d'un coup, ça ferait une vasoconstriction tellement violente que ça pourrait arrêter le cœur ou couper le sang au doigt. Donc, pour Monsieur Martin, on règle le pouce-seringue à 0,1 microgramme par kilo par minute, soit 42 millilitres par heure, et sa tension remonte péniblement à 62. Mais le cas se complique sévèrement à H0 plus 2 heures. Ouais, il a besoin de beaucoup plus de noradrénaline, on monte à 0,5. Ce qui commence à être des doses vraiment toxiques. Et sa tension rechute. Les lactates grimpent à 5. Et là, l'échographie montre que le cœur fatigue. C'est la dysfonction systolique septique, la pompe s'épuise. Faut dire que le pauvre cœur doit pousser du sang dans des vaisseaux devenus super rigides à cause de la noradrénaline massive. C'est comme demander à un moteur fatigué de pousser du béton, tu vois. Donc on a des alternatives de deuxième attention. On pourrait utiliser la vasopressine pour baisser les doses de noradrénaline, c'est ça, hein? Ouais, ou l'adrénaline en dernier recours. Mais là, le choix, c'est la dobutamine. La dobutamine, elle a un effet inotrope positif. Exact. Au lieu de serrer les vaisseaux, elle agit directement sur le cœur pour augmenter sa force de contraction. Elle appuie sur l'accélérateur du moteur. C'est une super image.
Et ça marche, puisqu'avec 5 microgrammes par kilo par minute, sa PAM se stabilise enfin à 68. Ok, la plomberie est stabilisée de justesse. Mais faut neutraliser la cause du désastre, la frappe anti-infectieuse. C'est le moment critique. L'antibiotique doit couler dans la veine dans l'heure. Mais comment on choisit le bon alors qu'on connaîtra la bactérie que dans 2 jours? C'est de l'analyse probabiliste. On regarde l'origine. Est-ce que c'est communautaire, donc attrapé dehors, ou nosocomial, attrapé à l'hôpital? Les bactéries de l'hôpital sont beaucoup plus coriaces. Bien sûr. Dans ce cas, on sortirait de la tazocilline. Et si le patient avait un cathéter ou était en dialyse, on craindrait des coccigrammes positifs résistants. Et là, on ajouterait de la vancomycine ou du linésolide comme c'est détaillé dans le document. Tout à fait. Mais Monsieur Martin, il vient de chez lui, sans antécédents récents. Donc, origine communautaire sans point d'appel clair. On part sur une bithérapie. Céphotaxime, qui est une céphalosporine de 3e génération, couplée à de l'amicacine. Tapé fort et large. Et là encore, c'est pas une petite perf tranquille, faut balancer une dose de charge massive. L'amicacine, c'est 30 mg par kilo. Ce qui fait 2100 mg passés en 30 minutes. Et sur l'autre voie, 2 grammes de céphotaxime en bolus. Le tout à 40 minutes de son arrivée. La golden hour est respectée à la lettre. Mais le combat est pas fini. Avec un choc aussi violent, le métabolisme entier est en chaos. Faut des thérapies adjuvantes. C'est pour ça qu'on introduit des corticoïdes. On lui donne 100 mg d'hémisuccinate d'hydrocortisone. Mais la cortisone, ça baisse pas les défenses immunitaires normalement? Si, en temps normal. Mais là, le choc est qualifié de réfractaire, puisqu'on dépasse les 0,25 de noradrénaline. Le stress est tel que les glandes surrénales qui fabriquent le cortisol naturel sont épuisées. L'insuffisance surrénale relative? Exactement. Donc, on donne pas la cortisone comme anti-inflammatoire, mais comme traitement de substitution vitale. Ça aide les vaisseaux à réagir aux médicaments. Fascinant. Il y a aussi le contrôle de la glycémie. Le stress fait exploser le taux de sucre, même sans diabète. Et les bactéries adorent le sucre. Donc l'objectif, c'est de maintenir entre 1,44 et 1,8 g par litre sous insuline si besoin. Là, Monsieur Martin est à 1,5, donc pas besoin d'insuline pour l'instant. Mais à ce stade, vu son épuisement global, notamment respiratoire, il doit être transféré. Ouais, l'intubation orotrachéale sous sédation s'impose et direction la réanimation. Et là-bas, les gestes deviennent beaucoup plus invasifs. On pose un cathéter veineux central pour sécuriser les drogues toxiques. Et un cathéter artériel pour lire la tension battement par battement. C'est ça. Le document mentionne aussi d'autres recours. L'épuration extra-rénale, les machines de dialyse, si l'urée dépasse 40. Ou les transfusions si l'hémoglobine chute sous 7. Faut aussi prévenir les thromboses et les ulcères liés au stress. Sans oublier la rencontre avec la famille. C'est une étape éthique indispensable du protocole. Absolument. Mais la bonne nouvelle, c'est l'épilogue à J+3. Ah oui, l'application stricte des protocoles a payé. Complètement. Grâce aux antibiotiques dans les 45 premières minutes, la clairance des lactates est redevenue normale à la 12e heure. Les cellules ont recommencé à respirer. Et au 3e jour, il est extubé et sevré de la noradrénaline. Les hémocultures ont trouvé un E. coli qui était bien sensible à l'antibiotique choisi. La Golden Hour lui a littéralement sauvé la vie. Et quand on y pense, la mortalité est passée historiquement de 80 à 40% uniquement grâce à cette méthode de reconnaissance, remplissage, amine antibioprécoce. C'est une vraie victoire clinique. Mais pour conclure, les documents ouvrent une porte vertigineuse sur l'avenir. C'est-à-dire? Aujourd'hui, on gagne avec des protocoles standardisés massifs, valables pour tout le monde. Mais avec la médecine génomique, les biomarqueurs Je moléculaires, veux dire des thérapies hyper personnalisées. c'est ça. On peut se demander si demain, la Golden Hour, ça sera plus un syndrome global, mais une analyse instantanée de l'ADN unique du patient face à l'infection. Traiter le patient selon son propre génome plutôt qu'un protocole universel. C'est fascinant. C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Merci pour cette exploration passionnante. Ce niveau de précision médicale, ça change vraiment la donne. C'est clair. Ça montre à quel point chaque minute compte. Exactement. Fin de la plongée pour aujourd'hui.